Juliette Lepage. À l'heure du bac. Chronique d'une atypique. L'auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de cet ouvrage. Toute ressemblance avec un nom, un personnage, un lieu existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence, ou pas. À mes parents, sans qui je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Chapitre 1. Bonjour ma grande, c'est l'heure. Ma mère me ramène brusquement à la réalité en me réveillant, chassant ainsi le rêve dans lequel je m'étais plongée. Hein, quoi? Plaît-il? Demandai-je en bâillant. C'est le grand jour, me répond-elle avec une voix enjouée, mais légèrement stressée. Je pense qu'elle est très inquiète elle aussi, mais essaye de le dissimuler en prenant une attitude joyeuse. Ne t'en fais pas, maman, j'ai réussi à dormir. La dernière heure que j'ai lue sur mon téléphone avant de le poser, c'était 00:32, répondis-je en m'étirant. Maman n'est pas le genre de mère que je peux facilement berner, mais je me dois de la rassurer. Peut-être qu'au fond d'elle, elle le devine très bien, mais mes paroles doivent être apaisantes, réconfortantes. À mon avis, elle doit être aussi, voire plus préoccupée que moi par ce grand jour. Je sais pertinemment qu'elle ne cautionnerait jamais le fait que je fasse une nuit blanche, la veille d'une épreuve aussi cruciale. Je suis persuadée que la simple idée d'une nuit sans sommeil lui donnerait des sueurs froides toute la matinée. Je me lève, la boule au ventre. J'ai beau me donner l'air serein, le stress envahit les moindres petites particules de mon corps. Même les miaulements incessants de mon chat ne parviennent pas à me détendre. Cette boule de poil a le don de se fourrer dans mes pattes lorsque je me lève chaque matin, miaulant littéralement sans interruption jusqu'à ce que je m'asseye à la table du salon. Quant au petit déjeuner, mieux vaut ne pas en prendre. Je n'ai pas le cœur à avaler quoi que ce soit. Maman me prépare tout de même une petite boîte avec de succulentes amandes caramélisées, mon péché mignon du moment, accompagné de raisins secs. Ayant préparé la veille au soir ma tenue pour la journée, je m'habille prestement, enfilant un short et un polo afin de me sentir plus à l'aise. Puis, après un rapide débarbouillage de la frimousse, je coiffe sans effort mes cheveux châtain clair. Ceci étant court, je n'ai pas besoin de passer 3 heures dans la salle de bain à me pomponner inutilement. Je vérifie pour la énième fois si mon sac à dos contient bien tout le matériel nécessaire, et surtout si ma convocation et ma pièce d'identité sont bien à portée de main. Je m'en étais déjà assurée à 3 reprises la veille au soir, mais on n'est jamais trop prudent. Je glisse mon portable dans ma poche et achève de me préparer, tandis que maman fait de même. Dans la voiture, je sens que mon stress grandit à vive allure, et j'ai comme la désagréable impression d'avoir tout oublié. Les citations, les doctrines, les philosophes. Je ne sais même plus comment écrire Nietzsche. Vous commencez, je pense, à deviner le grand événement qui me tourmente. Ce lundi 17 juin débute le baccalauréat pour des milliers de lycéens, dont je fais partie, avec l'épreuve de philosophie. Nous arrivons enfin à bon port, après un trajet placé sous le signe de l'angoisse. Et si nous restions coincés dans les bouchons? Et si une éventuelle crevaison nous bloquait sur le chemin? Et si le moteur tombait en panne? Oh, peut-être aurions-nous dû nous lever encore plus tôt. Fort heureusement, rien de tout cela n'est arrivé. Une fois devant l'établissement, on m'indique la salle où je vais passer la première épreuve de la semaine. En m'installant derrière ma table, et pour tenter de me rassurer, je repense aux examens que j'ai déjà dû affronter. Le TPE, l'oral et l'écrit de français, l'épreuve de sciences. Sans oublier mon oral de musique, passé le 20 mai dernier. Une option qui me tenait à cœur. Lors de l'épreuve, j'avais dû analyser la superbe recomposition néoclassique et post-minimaliste des 4 saisons de Vivaldi par Max Richter, tout en essayant de ne pas pleurer comme une madeleine. Car c'est un réflexe mécanique chez moi.
Bien souvent, la beauté m'émeut, jusqu'à me faire pleurer. Au final, tous mes efforts se sont avérés vains, et quelques larmes étaient venues rouler sur mes joues durant l'écoute du morceau à analyser. Toujours est-il que l'épreuve s'était merveilleusement bien passée, tout comme les autres d'ailleurs. Alors, pourquoi s'en faire? À vrai dire, j'avais plutôt hâte de replonger dans le grand bain du bac, pour retrouver mon amie la philosophie. J'avais passé 3 ans à l'étudier avec acharnement. On croit souvent qu'Internet est un outil destructeur qui n'aide pas les jeunes gens à avancer. Mais dans ce cas précis, il m'avait été bien utile, me permettant de découvrir pléthore d'ouvrages et de vidéos qui me donnèrent la passion de cette matière. L'examinateur rentre soudain dans la salle, me tirant de mon flot de pensées confuses. Dans le couloir, le bruit se raréfie, les chaises cessent de grincer, les voix des lycéens se taisent petit à petit. Et finalement, arrivent les sujets. Je les consulte, fébrile. Le premier d'entre eux, est-il possible d'échapper au temps, me semble assez intéressant, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de citations. Je ne m'attarde pas sur l'explication de texte, incompréhensible et bien trop technique à mon goût. À quoi bon se torturer? Arrive enfin le Saint Graal, la question salvatrice, le sujet quasiment fait pour moi sur mesure. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? Je me précipite sur mon ordinateur, prête à donner consistance au flot d'idées se déversant dans mon esprit, qui me paraissent claires comme de l'eau de roche. J'évoque alors le cinéma, la musique et la peinture, faisant appel à Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Johannes Vermeer, Jérôme Bosch, Francis Bacon, Hector Berlioz, Henry Purcell, Piotr Tchaïkovski, Walt Disney, Charlie Chaplin et surtout Blaise Pascal, dont les théories sur le divertissement m'ont beaucoup marqué. C'est le premier philosophe que j'ai découvert grâce à la magie d'Internet. Le premier grâce auquel je me suis dit que la philosophie n'était peut-être pas si ennuyeuse qu'on le prétend. Je m'étais d'ailleurs juré, à l'époque où j'explorais ses travaux, de glisser une de ses citations dans ma copie du bac, d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant chose faite. Je me permets même un clin d'œil cocasse à l'une de ses principales théories, dénommée le pari, en disant qu'il y avait fort à parier que Pascal incluait l'art dans le domaine des divertissements. J'avoue être très fière de ce jeu de mots. Je ne saurai cependant jamais si la personne qui aura la charge de corriger mon travail remarquera cette référence. Après avoir relu une dernière fois ma copie, je rends mon travail. Alea jacta est. La philosophie n'est pas chose facile, et je ne souhaite pas viser trop haut, pour ne pas me brûler les ailes. En série littéraire, cette matière possède le coefficient le plus élevé. Un petit 12 m'irait donc très bien. Maman me récupère et me trouve beaucoup plus enthousiaste que lorsqu'elle m'avait laissé. Normal, l'épreuve est passée. Il ne faut cependant pas crier victoire. Les autres examens sont encore à venir. Chapitre 2. Bonjour ma grande, c'est l'heure. Maman, comme à son habitude, me tire de mes rêveries, chassant cette fois-ci la douce musique qui berçait mon cerveau. Encore? Demandai-je, l'air un peu bougon. Eh oui, c'est reparti pour un tour, me répondit-elle avec sa voix qui semblait un peu moins tendue que la veille. Cette fois-ci, elle peut se rassurer. J'ai vraiment réussi à dormir d'un sommeil de plomb. L'heure du petit déjeuner, je repense à ma journée d'hier. Certes, je m'en suis à peu près sortie en philosophie, grâce à un sujet sur l'art. Mais aujourd'hui, je vais passer l'épreuve d'histoire-géographie. Vais-je parvenir à survivre à cette matière que j'ai passé l'année à bouder parce qu'aucun des cours ne représentait ma vision de l'histoire-géographie? Mais surtout, et ceci m'angoisse davantage, vais-je être obligée de dessiner sur une carte? Maman fait cesser mes questions existentielles et me presse pour ne pas arriver en retard. Ma table d'examen m'attend sagement dans la salle. Les grandes fenêtres en bois sont entr'ouvertes, et cela me permet d'entendre les bruits de la rue
et surtout d'avoir de l'air frais. C'est qu'il fait diablement chaud en ce mois de juin. Finalement, l'examinateur m'apporte mon épreuve. Décidément, je passe mon baccalauréat l'année où tombent tous les meilleurs sujets, me dis-je en voyant ce qui m'attendait. Je choisis de traiter les médias et l'opinion publique dans les grandes crises politiques depuis l'affaire Dreyfus. Un sujet qui m'a beaucoup passionné et qui fait partie de la liste des thèmes sur lesquels je souhaitais vivement tomber. Mon plan apparaît petit à petit quand tout à coup arrive une de mes hantises. La panne d'inspiration. Il me faut un exemple de grande crise politique et aucun ne me vient à l'esprit. Je me retrouve donc là, assise à ma table, une main calée sous le menton pour mieux réfléchir, et je me répète intérieurement « Pense à une grande crise politique, pense à une grande crise politique ». Tu dois quand même bien connaître autre chose que l'affaire Dreyfus, les événements de mai 68 et la crise des Gilets jaunes. Je suis dans le désespoir le plus total quand tout à coup un éclair de génie me traverse l'esprit. Mais comment diable avais-je pu oublier l'affaire Stavisky, le fameux escroc franco-ukrainien? Tout concorde avec mon sujet. Grande crise politique, scandale financier, assassinat supposé, émeute, chute du gouvernement Daladier, tout y est. Mon plan revient tout seul, et je peux l'achever tranquillement, sans autre embûche. Après en avoir terminé avec l'histoire, je m'approche, d'un air méfiant, de l'exercice de géographie. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai qu'une angoisse, devoir compléter et colorier une carte. Mais il faut croire que les dieux du bac sont à mes côtés cette année, car il n'y a rien à dessiner. Certes, il y a bien des cartes, mais uniquement afin d'appuyer une simple étude critique de documents. Je réussis à rester impassible devant l'examinateur, mais intérieurement, je danse littéralement la samba. En fin de compte, cette épreuve fut fort plaisante. Ma relation avec l'histoire-géographie étant un peu en dents de scie, je n'essayerai pas de pronostiquer sur mon hypothétique note finale. Allez, advienne que pourra, me dis-je. De toute façon, demain, je vais m'amuser un peu, avec le très attendu English Test. Chapitre 3. Aujourd'hui, mercredi 19 juin, est pour moi plein de joie. J'attendais l'épreuve d'anglais avec beaucoup d'impatience. Parlant quasi quotidiennement avec des personnes venues de toute l'Europe, un avantage non négligeable d'être fan de l'Eurovision, lisant régulièrement des livres et des articles anglophones sur la toile et écoutant très souvent des artistes interprétant leurs titres dans la langue de Shakespeare, je vois très mal comment je pourrais me louper. Néanmoins, comme à mon habitude, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter à propos du sujet. La simple idée de tomber sur un thème ennuyeux et peu inspirant me donne des sueurs froides. Je tente cependant de relativiser, me disant que rien de foncièrement horrible ne pourrait m'arriver. Comme dirait ma sœur, « No worries, mate », pensais-je en partant pour l'épreuve. Après m'être installé à ma table que je commence à bien connaître et à apprécier, je frôle la crise de panique parce que mon sujet m'est distribué avec une demi-heure de retard. Un bref regard sur l'épreuve me suffit pour me remettre immédiatement de cette petite frayeur. Miracle! Un thème intéressant. Les questions portent en effet sur le Canada durant la Première Guerre mondiale et la manière dont les choses sont traitées, ainsi que les documents à étudier, me plaisent au premier coup d'œil. Je commence alors de bon cœur à écrire. Je vous passe les détails sur les questions auxquelles j'ai dû répondre pour prouver ma bonne compréhension écrite, à l'exception d'une petite chose qui m'a extrêmement plu. Le document B était une photo qui, à ma grande surprise, était fort détaillée, si bien que je n'eus besoin d'aucune aide extérieure. Il n'y a pas mieux pour l'autonomie. Passons au point le plus intéressant de cette 3e journée d'épreuve, l'expression écrite. Au choix, 2 sujets. Un article de journal scolaire à imaginer
ou une interview à inventer. Bigre! On me donne des sujets liés au journalisme, mais c'est adorable! Merci, cher dieu du bac, fut la première pensée qui me traversa l'esprit à ce moment-là. Je pris donc le parti d'écrire une interview. J'imagine alors un échange entre une journaliste britannique et un jeune homme canadien venu assister à la commémoration du centenaire de la bataille de Vimy. Un sujet passionnant donc, idéal pour mettre en valeur l'importance du devoir de mémoire. De retour à la maison, bien installée dans ma chambre, je songe à la journée de demain en écoutant un peu de musique, histoire de me reposer. En effet, l'épreuve de littérature qui m'attend va me confronter à une situation très périlleuse à laquelle personne ne voudrait être exposé. Être interrogé soit sur l'une des moins bonnes œuvres de Victor Hugo, soit sur la nouvelle la plus niaise et pompeuse de Madame de Lafayette. Comment allais-je faire pour ne pas sombrer dans la folie? Chapitre 4. Bonjour ma grande, c'est l'heure. Maman réussit encore à me ramener à la réalité ce matin. Je ne sais pas par quel moyen elle s'y prend, mais elle a développé le don de me réveiller instantanément, alors qu'il me faut un temps fou pour émerger du sommeil lorsque mon réveil s'en charge. « Déjà ?» demandai-je en m'étirant. « Allez, courage ma saucisse, tu vas y arriver, même si le programme ne t'a pas plu. » me répondit-elle avec la même petite voix légèrement angoissée qu'elle avait prise lors de l'épreuve de philosophie. Il est vrai que je n'ai pas été très tendre en lui parlant de ces fameuses œuvres, exultant tout le mal que je pensais de chacune d'elles. Elle eut bien du courage, ma chère maman, d'écouter mes avis enflammés avec patience. Ou peut-être le faisait-elle d'une oreille distraite pour ne pas me contrarier davantage. Oh, je préfère tout de même choisir la première option. Après un petit déjeuner rapide, je me prépare au combat. Oui, ce jeudi 20 juin promet d'être une sacrée bataille. Effectivement, je n'eus pas tort. Ce satané test a bien failli avoir raison de mes pauvres nerfs. Et ce n'était même pas qu'à cause du sujet proposé. Vous allez vite comprendre. Sans joie ni tristesse, je découvre que j'étais tombée sur Hernani de Victor Hugo. Ouais. Youpi. Super, pensai-je avec sarcasme, en tentant tant bien que mal de paraître joyeuse. Cependant, je dois bien admettre que la situation aurait pu être pire. Les questions étaient un tant soit peu intéressantes. J'eus un mal fou à répondre à la première d'entre elles. En quoi peut-on dire qu'Hernani est la pièce de la jeunesse, me demandait-on. Je n'en ai pas la moindre idée, pensai-je. Je fus même tentée de répondre de cette manière, mais ma fierté et mon côté perfectionniste vinrent me rappeler que bâcler une copie, c'est mal. Et puis la littérature est une matière vitale pour la série L. Je ne devais pas tout ruiner à cause d'un peu trop de franchise. Je réfléchis longuement avant de trouver un semblant de plan, mais il finit par arriver. Il me plaît, me paraît cohérent et assez logique, et me permet même de donner quelques rares avis positifs sur l'œuvre. Après m'être débarrassé de cette épine dans le pied, je me penche sur la seconde question, priant pour qu'elle soit plus inspirante. Et c'était le cas. Je vous la cite. Balzac déclara en 1830 à propos de la pièce Hernani « Il n'y a rien de neuf ». Qu'en pensez-vous? En bref, on venait tout juste de me donner l'opportunité parfaite pour dire tout le mal que je pensais de cette pièce. Ce n'est pas un sujet, ça, c'est un cadeau. Alléluia, pensai-je. Mais j'avais peut-être parlé un peu trop vite. Les dieux du bac me le firent bien comprendre. J'avais donc fièrement bâti un plan, notant un à un chacun de mes exemples. Par excès de prévoyance, je veux enregistrer ce que j'ai écrit, histoire de tout sauvegarder. Et ce qui devait arriver, arriva. Sûrement par inattention, j'appuie par erreur sur le bouton « Ne pas enregistrer » de mon ordinateur, et je perds toute mon ébauche de réponse. « Désespoir ! Malheur !» me dis-je. J'avais donc tout perdu, et je devais réécrire
tout mon plan et tous mes exemples, sans compter la réécriture au propre, dans laquelle je devais restructurer mes idées en y apportant des jolies transitions et d'élégantes tournures de phrases. Dit comme ça, la chose paraît simple. Mais quand il ne vous reste qu'une toute petite heure pour tout faire, cela devient beaucoup plus coton. 2 options s'offrent donc à moi. Me rouler en boule sous la table en pleurant à chaudes larmes, me lamentant sur mon étourderie et ma maladresse. Ou bien tout réécrire patiemment, mais en vrac et sans relecture, chose très difficilement réalisable pour moi, car je suis perfectionniste et ne tolère aucune erreur, même la plus petite faute d'orthographe ou une virgule mal placée. Je ne me laisse pas abattre, et je choisis d'opter pour la seconde option. Je ne vais tout de même pas baisser les bras devant cette épreuve. Victor Hugo, tu n'auras pas ma peau, marmonnai-je d'un ton revanchard. Par je ne sais quel miracle, je réussis in extremis à terminer ma réponse dans les temps. Pour vous donner une idée de l'état final de ma copie de littérature, imaginez la tour de Pise. La structure est totalement brinque-ballante et penchée. On a l'impression que le monument va s'effondrer à n'importe quel moment. Et pourtant, il tient toujours, debout, par on ne sait quel prodige. Eh bien, c'est exactement à ça que ressemble mon rendu. La structure a été finie à la hâte. Il y a certainement quelques fautes d'inattention, probablement aussi dues au stress, mais toutes les idées ont pu être réunies, ainsi qu'à peu près bien écrites, et justifiées. Et la trame tient la route. Il n'y a plus qu'à espérer que la personne chargée de corriger ma copie saura apprécier le fond de mon propos et la manière dont il a été écrit. Je considérais un petit 12 comme une excellente note, vu la façon dont se sont déroulées les choses, dis-je, en essuyant une grosse goutte de sueur qui avait perlé sur mon front à cause de la panique. Il n'empêche que je reste satisfaite de ce que j'ai présenté, parce qu'au moins j'ai réussi à replacer tout ce que j'avais à dire. Je pense déjà à mon épreuve d'italien du lendemain, avant un week-end de repos bien mérité, au cours duquel je pourrai préparer les 3 € de langue qui vont me tomber sur le coin du museau. Chapitre 5. La dite épreuve a eu lieu ce vendredi 21 juin. Je ne sais pas pour vous, mais à mes yeux, le 21 juin est l'un des meilleurs jours de l'année. L'été arrive et l'on célèbre un peu partout la fête de la musique. Bref, c'est un jour plein de joie et de soleil, placé sous le signe de l'art et de la fête. Néanmoins, ce vendredi-là, je n'ai pas tellement le cœur à jouer de la musique. L'examen d'italien a lieu cet après-midi, et il est très important pour moi. Il s'agit de mon ultime épreuve écrite, avant les 3 € de langue qui m'attendent la semaine suivante. Je vous rassure tout de suite, l'épreuve fut beaucoup moins éprouvante que celle de la veille. Je fis bien attention à tout, et je sauvegardai mes écrits littéralement toutes les 3 minutes. Le sujet, fort intéressant, comme de coutume, porte sur la cuisine italienne. Et vas-y que je te parle de gâteaux, de tagliatelles, de pâtes au jus de lièvre, d'olives, de blé, de raisins et de repas de Noël siciliens. Seul problème, je n'ai pas mangé à midi, à cause du stress, bien évidemment. Et j'ai donc le ventre qui gargouille entre 2 questions. Nota bene pour les prochaines fois. Toujours grignoter quelque chose avant une épreuve, des fois qu'elle parlerait de nourriture. Je réponds diligemment aux questions qui me sont posées et rédige 2 expressions écrites. Je vous jure que c'était ce qui nous était demandé sur la copie. Je n'ai pas choisi de faire les 2 rédactions parce que je n'arrivais pas à me décider entre les 2. Promis. Cela dit, j'aurais presque préféré qu'il n'y en ait qu'une. Je me débrouille à peu près bien en italien, mais je ne le parle pas de manière aussi fluide que l'anglais. J'étais donc sans cesse en train de vérifier mes mots et de rechercher dans ma mémoire les bonnes significations, les bonnes conjugaisons, les bonnes prononciations et tutti quanti. Je parviens cependant à achever sans encombre tous mes exercices. C'est un mini-miracle, et je suis plutôt satisfaite. Andiamo! Je prédis une note entre 14 et 16. Cela m'ira très bien, pensai-je en rangeant fièrement mes affaires. Le week-end arrive à petits pas, et j'en profite pour me ressourcer. Mais cela ne m'empêche pas non plus de relire mes cours. Me prendriez-vous donc pour une paresseuse ? Mes parents ne s'inquiétèrent pas,
et me laissèrent tranquille dans ma chambre. C'est une véritable tour d'ivoire, un nid douillet dans lequel je peux toujours me relaxer. Musique, lecture, détente et révision sont au programme des réjouissances. Chapitre 6. Bonjour ma grande, il est l'heure de se lever. Mon Dieu, que le temps passe vite, c'est déjà l'heure, dis-je en sautant du lit. Un doux mélange de joie et d'angoisse s'entremêle au fond de moi. Je me dis cependant que tout va bien se passer. Après tout, la journée est fort belle. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et le ciel est d'un bleu limpide. De plus, c'est la dernière semaine de ce fameux baccalauréat. Et aujourd'hui, mardi 25 juin, c'est au tour de l'oral d'italien. Lorsque j'arrive au lycée pour passer l'épreuve, la panique me gagne, comme à mon habitude. Il faut dire que j'ai appris l'italien un peu à ma manière, notamment à l'aide de films d'animation de Walt Disney et de vieilles chansons italiennes un peu kitsch mais charmantes. J'ai presque tout fait en autodidacte. J'ai révisé toute seule les notions au programme de cette année, et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'entraîner à véritablement parler en italien. Je me pense donc incapable d'aligner 2 phrases ou de tenir une conversation avec l'examinateur. Alors que j'attends mon tour dans le couloir du lycée, et tandis que les élèves défilent un à un, je révise une ultime fois mes textes et brouillonne à la hâte quelques ébauches d'idées, histoire de savoir quoi répondre, peu importe le sujet qui me serait imposé. Voyant que j'étais dans le stress le plus total, maman me soumet une proposition, histoire de me faire rire et de me changer les idées. Elle fait partie de ces rares personnes qui arrivent parfois à chasser mon angoisse et mes inquiétudes en un claquement de doigts. « Tiens, et si tu plaçais l'Eurovision dans ton exposé ?» me dit-elle innocemment. Aussitôt, un éclair de génie s'allume dans mon œil. Il se trouve que l'un des thèmes, le bien nommé « Espace et échange », se prête parfaitement à ce genre de placements subliminaux. J'éclate de rire et décide de garder l'idée dans un coin de ma tête. Ça peut toujours être utile. Après une attente qui aurait pu paraître longue mais ne le fut pas tant que ça, j'étais en très bonne compagnie et j'eus tout le loisir de bavarder pour patienter. Vient enfin mon tour de passer. Chassé le naturel, il revient au galop. Je recommence à paniquer. Et si je n'arrive pas à placer un seul bon mot d'italien? Et si l'examinateur est strict et ne laisse passer aucune erreur? Et si au final je ne trouve plus quoi dire sur un sujet? Me dis-je. Je m'installe sur ma chaise, toujours aussi nerveuse, et l'examinateur choisit mon sujet, qui s'avère être espace et échange. Oh le bol, oh le bol! Je tente tant bien que mal de me contenir, même si je ne peux m'empêcher de laisser échapper un génial de joie. J'ai 10 minutes pour me préparer, pendant lesquelles je gribouille les derniers mots-clés pour que mon plan soit ordonné. Après quoi, l'examen débute réellement. Je me mets donc à parler des méthodes positives qui permettent aux étrangers et aux Italiens d'apprendre à se découvrir et à entrecroiser leur culture. J'évoque le programme Erasmus, l'intégration des personnes étrangères via le sport, la musique ou le théâtre, l'exportation de la cuisine italienne à travers le monde. Mais surtout, je parviens à relever le défi de ma mère. J'explique alors que des projets comme le concours Eurovision de la chanson permettaient aux Italiens de découvrir de multiples cultures musicales venues de toute l'Europe, tandis qu'eux, en retour, pouvaient montrer aux Européens la puissance de leur industrie musicale. Pour ce coup-là, je suis plutôt fière de moi. Après cela, l'examinateur me pose quelques questions, me demandant par exemple quelles autres notions du programme m'avaient plu. Je lui expose donc point par point que, pour être honnête, j'adorais tous les sujets, ce qui a eu l'air de le faire sourire. La conversation continue. Il me demande si je suis déjà allée en Italie, ou encore ce que je comptais faire après le bac. Notez bien que j'ai répondu à toutes ces questions en italien, presque sans vaciller. Bien sûr, il m'est arrivé de bafouiller parfois, de ne pas toujours savoir quel mot employer.
Mais j'ai tenu une conversation en italien pendant plus de 20 minutes. Et j'ai réussi à me faire comprendre. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est une petite victoire. Après cette épreuve d'italien tout bonnement extraordinaire, je compte bien récolter un joli 14. Chapitre 7. Le lendemain après-midi, l'épreuve suivante me laissa vider de toute mon énergie. Mais j'étais heureuse, très heureuse. Cet oral en question, l'avant-dernière épreuve en tout, était celui d'espagnol, et c'était de loin l'examen qui me terrifiait le plus. La journée promettait d'être particulièrement intense psychologiquement, du fait de n'avoir jamais parlé espagnol avec qui que ce soit. J'adore l'espagnol. C'est une langue qui, par ses sonorités colorées et chantantes, m'a toujours rendue joyeuse et positive. Tout comme l'italien, j'avais appris l'espagnol à ma manière, c'est-à-dire en solitaire. Et de ce fait, tout comme pour l'italien, je le comprends parfaitement, je l'écris très bien, mais en revanche, je le baragouine plus que je ne le parle. Je m'étais mise sur les épaules une pression assez conséquente. En bonne perfectionniste que je suis, j'angoissais à l'idée de ne pas avoir les bonnes terminaisons, le bon accent, les mots dans le bon ordre, et toute une pluie d'autres petits détails de ce genre. Après une attente qui me paraît interminable, mon tour vient finalement, et j'entre dans la salle. L'examinatrice m'attribue alors mon sujet, lieu et forme du pouvoir. Chouette, mais pas chouette non plus, pensai-je. En effet, le sujet que l'on vient de me donner est l'un de ceux qui m'a plutôt inspiré. J'avais au préalable commencé à brouillonner, et ce thème-là avait de loin l'ébauche de plan la plus aboutie. Seulement, j'ai décidé d'y aller à l'audace. En effet, je trouvais les documents fournis par le Centre national de l'éducation à distance, auprès duquel je prenais mes cours, assez hors sujet, ne correspondant pas du tout à l'interprétation que je m'étais faite de la notion en question. Je décide donc de laisser parler mon appréciation personnelle des choses. On verra bien, me dis-je. Pendant que j'achève mon semblant de plan, une autre élève passe son oral. Curieuse comme je suis, je ne peux m'empêcher, entre deux mots-clés, de l'écouter parler. Et pour une fois, cet excès de curiosité a été salvateur. Je me rends compte en l'écoutant que le plus important dans cette épreuve est de faire passer mon message et mes idées principales, de montrer ma bonne compréhension de la langue et de me faire comprendre. De plus, l'examinatrice est d'une grande bienveillance, aidant même parfois ma compagne d'infortune lorsqu'elle oublie l'équivalent espagnol d'un mot français. Je me détends donc quelque peu, tout en m'appliquant à faire le plus beau brouillon possible. Puis ma camarade d'un jour s'en va, et c'est à mon tour. Moi qui avais peur de perdre la face et de me ridiculiser, je parvins à peu près à m'en sortir. Le discours est un peu maladroit, mais l'idée générale est là. Et malgré quelques égarements et étourderies linguistiques, je parviens quand même à tenir la route, à parler pendant au moins 20 minutes, à comprendre les questions de l'examinatrice, ainsi qu'à y répondre. Nous parlons ensemble de politique, du fait de s'affirmer, de se rebeller contre la dictature et de se battre pour ce en quoi l'on croit. J'ai même eu l'occasion d'évoquer la situation compliquée au Venezuela, et je suis vraiment contente, car je ne m'attendais pas du tout à avoir l'opportunité d'en parler. En conclusion, pour une fille qui ne maîtrise qu'à demi une langue qu'elle a appris toute seule, je m'en suis assez bien sortie. J'ai eu le sentiment d'avoir le même niveau qu'un élève normal de LV3 qui, lui, aurait étudié au lycée et pas par correspondance. Certes, j'étais un peu timide, un peu gauche, mais l'intention est là, et j'espère que c'est ce qui sera ressorti de cet oral. Bien que très fière, je ne suis pas du tout sûre de moi. Je miserais sur un petit 12, ce qui serait très franchement une note admirable vu mon point de départ, décrétai-je en rentrant chez moi. Sur le chemin du retour, mon cœur bat plus fort, en réalisant que le lendemain aura lieu ma dernière épreuve. Et celle-là, je la considère littéralement comme un cadeau de mes adorables dieux du bac, qui m'ont soutenu tout au long de ces péripéties. C'était l'oral d'anglais. Après avoir travaillé avec autant d'acharnement sur des cours que j'appréciais grandement pour certains, un peu moins pour d'autres, voire pas du tout à de rares occasions, on m'autorise enfin à parler anglais à ma guise, et même à évoquer la littérature britannique.
Dans le jargon, j'appellerais ça une très belle récompense. See you tomorrow. Chapitre 8. Bonjour ma grande, il est l'heure de se lever, c'est le dernier jour. Well, hello mom, how are you today? Lui répondis-je du tac au tac. Il faut bien que je me plonge dans l'ambiance de ce grand jour, en plaçant au moins quelques mots dans la langue de Shakespeare. La matinée se passe calmement. En début d'après-midi, et pour la toute dernière fois, je pénètre dans l'enceinte du lycée. Je suis à peu près confiante pour une fois. J'attends même l'épreuve avec grande impatience. J'aime tant parler anglais, et je considère presque ce beau langage comme ma seconde langue. Je l'emploie presque aussi souvent que le français, et je parviens à rester plutôt fluide dans mes conversations anglophones. La seule chose qui pourrait m'inquiéter serait le déroulement de l'épreuve. J'avais vaguement compris comment le tout allait se passer, mais j'avais peur que mes interprétations soient fausses. Le cœur presque léger, et toute joyeuse à l'idée de pouvoir discuter en anglais, je me mets en devoir d'attendre patiemment dans ce fameux couloir où il régnait depuis une semaine une ambiance particulière, mélange de bonheur et de tension. J'espère fortement tomber sur le sujet mythes et héros, qui m'inspire énormément, et j'ai surtout hâte de répondre aux questions de littérature étrangère en langue anglaise. Comme cela m'avait été demandé, j'ai sagement préparé 2 dossiers sur les 2 sujets qui me plaisaient le plus, m'arrangeant pour glisser Orgueil et Préjugés dans l'un et Harry Potter dans l'autre. Seulement voilà, les dieux du bac, me voyant arriver quasiment les mains dans les poches, décidèrent de jouer une dernière fois avec mes pauvres nerfs un peu trop sensibles. En arrivant devant la salle d'examen, je m'aperçois que mon nom n'est pas inscrit sur la liste des élèves passant leur oral d'anglais. Après une intense montée de panique, j'apprends finalement qu'il n'y a rien de grave. En effet, l'oral avait été déplacé pour que je puisse réaliser un défi début juin, parcourir une partie du GR20. Le lycée avait été prévenu tardivement par le rectorat et n'avait pas eu l'opportunité de modifier les listes d'élèves affichées sur les portes. Cependant, il savait que cet oral avait été décalé. Le CPE me rassura et me dit d'attendre mon tour. Je me remettais à peine de cette montagne russe émotionnelle quand l'examinatrice appelle mon nom. Pas le temps de souffler. Je prends mon courage à 2 mains et m'installe paisiblement dans un coin de la classe, tandis qu'une autre jeune fille se prépare à passer. Pour ma plus grande joie, le thème mythes et héros m'a été attribué. Quant à la littérature anglaise, l'examinatrice choisit entre mes 2 dossiers celui qui portait sur le thème « La rencontre avec l'autre, l'amour et l'amitié ». J'en étais ravie. C'est précisément dans ce dossier que j'avais réussi à glisser notre chère Jane Austen. Sachant pertinemment que j'adore les 2 sujets que je viens de recevoir, je prends très peu de temps à écrire mes brouillons, ne notant que quelques mots-clés dont je dois absolument me rappeler. Il faut dire que j'arrive bien mieux à exprimer mes idées en anglais qu'en espagnol ou en italien. Je voulais donc laisser le fil de mes pensées faire son travail. Après que mon éphémère compagne d'armes s'en soit allée, mon tour vient de parler. Et ce fut un pur bonheur. Concernant la notion mythe et héros, j'explique que le mot héros est aussi complexe qu'ambigu. Il peut aussi bien désigner les héros de la mythologie, des contes ou des romans, que les héros du quotidien, les travailleurs acharnés et passionnés, les familles aimantes et unies, les artistes talentueux ou les sportifs qui font rêver des millions de gens, et même les écrivains qui ont pu marquer des générations grâce à leurs livres, comme par exemple J.K. Rowling avec sa série Harry Potter. J'ai achevé mon exposé par cette phrase « Anyone can be a hero ». Pendant ce temps, en littérature anglaise, je dois présenter 3 œuvres de mon choix, 2 étudiées et une œuvre personnelle, et expliquer pourquoi, à mon avis, elles correspondent au terme de la rencontre avec l'autre, de l'amour et de l'amitié. J'ai donc choisi un poème de Shakespeare, le sonnet 18, car pour moi, il symbolise parfaitement le lyrisme et l'élégance avec lesquelles la profondeur de l'amour peut être exprimée. Ensuite, mon choix s'est porté sur Girl with Pearl Earrings de Tracy Chevalier,
J'avais lu ce roman quand j'étais assez jeune, et j'aimais beaucoup le fait d'inventer une vie romanesque au personnage d'un tableau, en l'occurrence la jeune fille à la perle de Vermeer. J'ai mis en avant la relation complexe qui unit le peintre et l'héroïne, affirmant qu'il était compliqué de déterminer si elle relevait de l'amitié ou de l'amour. Et enfin, j'évoque Pride and Prejudices, autrement dit Orgueil et préjugés, expliquant qu'à mon sens, ce roman illustre parfaitement les changements d'opinion que nous pouvons avoir sur autrui en apprenant à mieux les connaître. Lizzie Bennet et Mr. Darcy en sont les exemples parfaits. Tout comme pour l'italien et l'espagnol, l'examinatrice me pose des questions, et le tout se transforme très vite en une véritable conversation. Nous parlons principalement de littérature, mais nous évoquons également l'art, la musique ou encore la philosophie. Elle me demande d'où me vient ma passion pour la langue anglaise, si je suis déjà allée à Londres, et me fait même le plus beau compliment du monde, en me disant que j'ai un très bel accent britannique. Moi qui aime tant l'accent anglais, j'en fus très émue. La conversation a été riche, passionnante, et je suis ressortie de la salle en remerciant chaleureusement mon examinatrice pour ce merveilleux moment. Un 16, voire peut-être un 17, me ravirait grandement, tant l'épreuve me plut. C'était un véritable cadeau, une manière parfaite de clôturer en beauté ces 15 jours de pur bonheur. Certes, ces 2 semaines ont été très intenses et épuisantes. Mais j'avoue avoir apprécié cette sensation, parce que je savais, au fond de moi, que j'avais l'immense chance de passer mon bac comme n'importe quel autre lycéen. Il n'y a plus qu'à attendre. Comme disent les Anglais, stay tuned. L'attente des résultats n'a pas été de tout repos. J'étais prise entre angoisse, stress et autres émotions. Des mouvements sociaux bouleversaient la correction des copies et la parution des notes. Peut-être allais-je être impactée moi aussi. Comment allais-je gérer cela? J'étais au bord de piquer une nouvelle crise de frayeur, mais c'était sans compter sur ma famille qui, malgré tous ces éléments, réussit à bien m'entourer et à me rassurer. Chapitre 9. Le vendredi 5 juillet est arrivé plus vite que je ne l'aurais pensé. Je fus réveillée, non pas par maman, mais par la sonnerie de son téléphone à 7h30 du matin. Décidément, ces publicitaires n'ont vraiment pas de toupet. Déranger les gens aussitôt le matin, c'est une honte, pensai-je en refermant l'œil. Craignant de me rendormir, je préfère finalement me lever. Tout comme lorsque le baccalauréat avait débuté, il me fut impossible de manger, si ce n'est un verre de jus de pomme et quelques fruits secs. Après quoi, je pars me préparer, et choisis de mettre une de mes plus jolies robes pour célébrer ce grand jour. Mon père est fier de nous accompagner et de conduire sa belle et vieille voiture pour découvrir les résultats qui devaient être révélés à 10h dans l'enceinte du lycée. J'adore ce petit moment de liberté durant la route, où le vent me caresse les joues et où mes cheveux s'ébouriffent. Cela me permet d'oublier un temps mon inquiétude grandissante. Le surveillant à la porte du lycée nous laisse entrer, et nous nous installons dans un coin de la grande salle, tout près du radiateur. Après une attente insurmontable, autant pour mes parents que pour moi, les résultats sont enfin affichés sur les panneaux. Fort heureusement, les dieux du bac m'avaient porté bonheur jusqu'au bout, et aucun mouvement social n'avait troublé les notes finales dans notre académie. La pression s'amoindrit un peu. 5 minutes avant l'heure fatidique, une certaine agitation règne, comme une colonie d'abeilles qui s'approche petit à petit d'un champ de fleurs. J'entends dehors tous les autres lycéens qui piaffent d'impatience. Ils n'attendent qu'une chose, l'ouverture des portes. Le fait que mes chers parents m'accompagnent tous deux lors de cet événement si important m'a rendue toute guillerette, mais je n'en étais pas moins angoissée. Lorsque les portes s'ouvrent, une vague déferlante de jeunes gens surexcités se précipite à l'intérieur. J'entends des cris de joie, des pleurs, des félicitations. Pour moi, c'est enfin le soulagement. Maman vient de me lire les résultats tant attendus. Tu as obtenu ton baccalauréat littéraire avec la mention très bien, me dit-elle avec joie. Mon premier réflexe est de me jeter dans les bras de mes parents en pleurant de joie. Après quoi nous sommes allés chercher le relevé de notes. Et c'est là que j'apprends avec grand étonnement
et une certaine fierté que j'ai obtenu la moyenne de 18,62. Je ne m'attendais pas du tout à une moyenne aussi haute. En partant de la maison, je m'imaginais plutôt avoir une mention bien. Note pour moi-même, il faut vraiment que j'arrête de pronostiquer mes résultats la prochaine fois. Je crois que je m'y prends comme un manche. Voici donc un petit récapitulatif de mes notes obtenues, en comptant les épreuves anticipées passées l'année dernière, évidemment. À l'oral de français, j'avais obtenu la note de 20 sur 20, ainsi qu'à l'écrit. Les cours particuliers que mes parents m'avaient offerts auprès d'une professeure de lycée très humaine et passionnée m'avaient vraisemblablement permis de me canaliser et d'avoir un tiercé gagnant. Concernant l'épreuve de sciences, ma note de 16 sur 20 était vraiment une grande fierté, car les sciences et moi, ce n'était pas gagné. J'ignore toujours comment j'ai fait pour avoir un aussi bon résultat dans ce domaine-là. Le TPE, que j'avais effectué seul et qui traitait des valeurs éducatives transmises par les auteurs humanistes à travers les siècles, me valut un 20 sur 20. Montaigne, Rabelais, Alberti, Erasme, Rousseau et Kant m'avaient porté chance sur ce coup-là. La tant attendue épreuve de philosophie me rapporta un sublime 18 sur 20. De quoi me prouver que je ne dois jamais laisser la philosophie de côté. En histoire-géographie, je récoltai un 19 sur 20. Qui aurait cru qu'un escroc franco-ukrainien et son assassinat m'aideraient autant? Mes efforts linguistiques furent récompensés par un 19 sur 20 à l'écrit d'anglais et un 20 sur 20 à l'oral de cette même matière, ainsi qu'un 19 sur 20 en italien, oral et écrit combiné, et un 16 sur 20 en espagnol. Morale de l'histoire. L'apprentissage en autodidacte, ça peut parfois avoir du bon. Les films Disney peuvent nous apprendre plus de choses qu'on ne le croit. Et enfin, on peut également retenir que l'Eurovision est un excellent thème à placer durant un oral. L'option musique me rapporta un 19 sur 20. Cela valait bien quelques larmes. Il ne faut jamais avoir peur de dévoiler au grand jour sa sensibilité. Enfin, la littérature me fit récolter un petit 11 sur 20. Que voulez-vous que je vous dise? Cette note-là est entièrement de ma faute. J'aurais dû enregistrer mieux que ça, et cela m'aurait évité d'effacer une partie de mon travail. De toute façon, incident ou pas incident, on en serait certainement arrivé à peu près au même résultat, tant les œuvres du programme ne m'inspiraient pas. Avec ces résultats, laissez-moi vous dire que l'allégresse était générale. Mes parents sont plus qu'heureux, et je me rends peu à peu compte de ce qui vient de m'arriver durant ces 15 jours incroyables. Je pouvais, moi aussi, être très fière de ces résultats. Enfin, je pouvais me permettre de profiter, d'exulter, et par la suite de me reposer durant des vacances tant méritées. Cependant, une question vient s'incruster dans mon cerveau et y tourner en boucle. Mais qu'est-ce que je vais donc bien pouvoir faire par la suite avec ce diplôme en poche? Oh, rien de plus normal, me direz-vous. Tout le monde se pose ce type de questions après le baccalauréat. Et cependant, quand on est comme moi, ce n'est pas facile de se reposer comme tout un chacun. Il faut sans cesse penser à la suite lorsqu'on est triple A. Voilà une dénomination bien étrange, vous dites-vous sûrement. Mais qu'est-ce donc qu'être une triple A? C'est simple, cet acronyme est celui que j'emploie pour me décrire auprès des gens. Parce que c'est tellement plus amusant et moins dramatique que de dire « je suis asthmatique, aveugle et Asperger ». N'est-ce pas? C'est vrai, parfois, j'aimerais bien être un peu tranquille, être un peu comme tout le monde. Les choses seraient plus faciles. Mais après tout, si je n'avais pas ces particularités, je ne serais pas si authentique, si atypique. Je ne serais pas moi, si autrement. Un doux baiser déposé par maman et papa sur mon front vient me tirer de mes réflexions. Une petite limonade grenadine en terrasse, ça te ferait plaisir pour fêter ça? Me demande-t-il. Un sourire illumine mon visage et tout le stress retombe. Allez, me dis-je, je repenserai à ça plus tard. En attendant, carpe diem. Remerciement tout particulier à ma sœur pour tout son amour et sa bienveillance à mon égard, ses encouragements et surtout la relecture de cet ouvrage. Je n'en oublie pas pour autant mon frère qui m'apporte, à sa façon, toute son affection. Cette chronique est ma manière de raconter que dans la vie, lorsqu'on s'en donne les moyens et que l'on est bien entouré, on ose voir plus loin que l'impossible.
toute reproduction, adaptation ou traduction intégrale ou partielle de l'œuvre sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.